Salut Pascal, une petite interview pour les chroniques de la bête sauvage avec moi-même Savagevist. Donc voilà, nous on se connaît depuis longtemps. Ton parcours, si tu peux expliquer un petit peu d'où tu viens, comment on s'est connu et puis ce qu'il en est. Alors, mon parcours dans le domaine spécialement de ce que je fais aujourd'hui, c'était la sécurité. A commencé par 3 ans d'armée professionnelle au 17e régiment de génie parachutiste. Voilà, donc qui est un régiment connu pour tout ce qui est intervention, dépollution, minage, déminage, ouverture d'itinéraire. Il y a beaucoup de spécialités techniques. D'accord. Voilà, donc l'idée c'était d'avoir une formation complète, assez poussée, parce que ça fait quand même partie des troupes d'élite. Et voilà, avoir un bagage vraiment assez complet et assez important, et en plus avec la possibilité d'aller exercer au réel en fait. D'accord. Bon, pour recadrer la chose, tu avais été au Liban juste après l'épisode du Drakkar, si mes souvenirs sont bons. Alors, effectivement, après la période Drakkar, qui s'est produite en 82, nous on a été en 86, donc dans la phase casque bleu, okay. Donc qui fait partie de la FINUL, Force intérimaire des Nations Unies au Liban. Donc là, c'est une mission un peu différente de ce qui s'est fait sur Beyrouth, qui était plus une mission tampon entre Israël et puis tout ce qui était belligérant par rapport à Israël, qui était sur le territoire sud-Liban. Où là, voilà, on a fait pas mal d'opérations de dépollution, déminage, d'ouverture d'itinéraire, d'escorte. Voilà. Ok. Bon, en fait, nous, on a travaillé ensemble sur des missions de protection de personnalités du Moyen-Orient. On a voyagé dans plusieurs pays durant plusieurs mois. C'était des missions intéressantes. Tout à fait, ouais. On a quelques souvenirs. Et bon, en fait, l'idée maintenant, c'est de voir comment toi, tu sens un petit peu l'évolution des choses, puisque contact du monde de la nuit, moi aussi, dans des pays différents. Et comment tu vois le futur, en fait. Le passé, l'actuel et le futur. Comme ça peut donner une bonne vision des choses. Et voir si ça correspond à ce que moi j'ai détecté. Disons que en comparaison avec justement des repères comme des choses vécues un peu dans d'autres pays, on se rend compte qu'il y a une augmentation de toute façon de tout ce qui est conflictuel. D'accord. Voilà. La société est dans un stade où c'est tellement mis sous pression que ces contextes conflictuels sont de plus en plus intenses, de plus en plus poussés, de plus en plus palpables quasiment. On se rend compte aussi qu'au niveau du comportement des gens, un petit peu dans la rue, la nuit ou autre, il y a un gros mécanisme de fuite. Donc les fuites se font à travers des consommations excessives au niveau alcool, au niveau cocaïne, ça c'est vraiment très fort. Et on a vraiment la sensation que c'est pour les gens comme si c'était une sorte d'échappatoire à quelque chose que eux-mêmes, au niveau inconscience, finalement réalisent. Tout le monde sent qu'on va vers quelque chose qui pourrait ressembler à un contexte de guerre civile. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de comportements de type fuite. Voilà. Ou alors les gens s'évacuent dans d'autres domaines éventuellement. Mais c'est vraiment il y a un gros besoin de dégager tout le contexte journalier du milieu de travail qui est sous pression continue. Après il y a tout le contexte administratif qui augmente les complications, qui augmente les procédures, qui augmente tout ça. Donc ça favorise forcément les mises sous pression. Voilà. En fait, nous, c'était la bière, si j'ose dire. C'était la fête. On buvait, mais il n'y avait pas de gros problèmes. Je veux dire, à la limite, c'était une baffe par-ci, une baffe par-là. C'était plus festif. C'était réglé, et puis après on allait boire un verre avec la personne avec qui on a eu un problème, c'était réglé. Tandis que maintenant c'est beaucoup plus agressif, ça monte très rapidement dans les tours, enfin moi c'est ce que j'ai constaté. Ouais. Et
bon, il y a un très très gros malaise. Ouais. Nous, moi l'année passée, c'est la première fois que je me suis fait menacer de mort sur du contrôle d'accès pour des concerts ou voilà quoi. Ouais, absolument disproportionné par rapport à ce que c'est. Oui, et puis on voyait bien que c'était des gens qui effectivement étaient sous l'emprise plus que de l'alcool, donc il y avait on voit un peu la différence entre les gens qui sont que alcoolisés et les gens qui sont alcoolisés et avec l'usage de cocaïne, parce qu'ils sont un petit peu plus fluides, ils sont beaucoup plus fluides dans les paroles, dans les façons, mais par contre, alors, ils sont dans un principe d'état d'esprit qui est beaucoup plus offensif, beaucoup plus... voilà. Bah, je me rappelle, j'ai travaillé durant 7 ans à Genève, je me suis occupé d'un club privé, donc responsable et puis aussi à la porte pour accueillir les membres. Et bon, on a eu quelquefois des problèmes assez importants. Je me souviens d'une nuit où un gars est arrivé qui était complètement shooté. On a eu un problème violent avec lui. Normalement, 2 coups que j'avais dû placer qui auraient laissé n'importe qui, on va dire, KO hors service. Là non, le gars s'est plié. Bon, il n'a plus bougé, mais il était encore debout. Donc on se rend compte que la consommation des drogues fait que les gens ne sentent absolument rien, ils deviennent quasiment invincibles, ils ne voient plus le risque, et à partir de ce moment-là, bah, c'est la porte ouverte à tous les excès. C'est clair. Et ça nous met nous dans des situations qui sont vraiment dangereuses et difficiles à gérer. Beaucoup plus exposées. Tout à fait. Donc en fait on est au premier contact, on va dire, de ce qui se passe. Donc on sent beaucoup plus les choses, comment elles bouillonnent, si c'est calme, si ça va déraper, comment ça va déraper. Donc à la limite, c'est bien, on est en quelque sorte des sentinelles. Ouais, c'est sûr. Des sondes. Ouais, des sondes, ouais, aussi. Tout à fait. Aussi. Bon, ce que j'ai constaté, par exemple, aujourd'hui en Espagne, il y a eu un problème la nuit passée, avec une personne qui avait déjà attaqué un commissariat. Si, là-bas ils font ça, défoncer le commissariat à la voiture volée. Là, il en a volé une autre parce qu'ils l'ont laissé ressortir. C'est comme ça la justice. Il a envoyé 9 flics à l'hôpital parce qu'il leur est rentré dedans avec la voiture. Et ces braves messieurs ont tiré dessus. Non, enfin, ils n'ont pas tiré dessus, ils ont tiré en l'air pour faire peur. Bon, à la fin, ils ont réussi à le bloquer avec les véhicules, mais les 9 blessés auraient pu être évités. Donc on se rend compte qu'il y a vraiment une disproportion face aux menaces et à la manière qu'on a de répliquer. C'est sûr. Disons qu'il y a une difficulté aujourd'hui qui est que tout le monde, enfin en tout cas du côté de ceux qui sont encore dans les rangs, on va dire, d'essayer de suivre la justice, les lois, ont effectivement des grosses problématiques parce que à un moment donné, ils risquent tellement d'être eux pénalisés lors d'une action qu'à un moment donné, c'est l'inaction qui commence à dominer, quoi. Ouais. Et là, le problème, c'est que ceux qui sont en face, eux, ils n'ont pas grand-chose à faire. Parce que de toute façon, selon quoi certains, il y a des gens qui sont déjà de toute façon dans les cheminements hors la loi. Donc plus ou moins, ça va absolument rien changer. Par contre, c'est la même problématique qu'on a nous quand on fait de la protection rapprochée ou quand on fait du convoyage de fond ou ainsi de suite. C'est que on doit nous non seulement faire attention, je veux dire, à quelqu'un qui peut agresser, mais on doit faire en plus attention en cas de riposte aux gens qui sont autour, alors qu'eux, ils n'auront jamais cette considération-là. Donc c'est une double problématique. Alors voilà, après, on interdit aux privés d'avoir des munitions spéciales qui effectivement évitent de passer au-delà d'un agresseur et de toucher quelqu'un d'autre. Voilà, bon, dans la police, ils ont commencé un petit peu à changer, mais il y a des choses là qui ne sont pas cohérentes. Bon, disons, il y a des informations que j'ai par rapport au niveau d'entraînement de diverses polices, par rapport à ce qu'on trouve dehors. Bon, c'est un problème politique à la base. Et ces messieurs ne font que suivre, on peut pas leur jeter la pierre non plus. Ils sont entre le marteau et l'enclume, donc c'est pas facile à gérer. Et nous, on est encore dans une autre position, puisqu'on est quasiment liés, bloqués de tous les côtés. En définitive, si un blessé de notre côté, ça sera notre faute. Et si on blesse quelqu'un,
De toute façon, ça sera de notre faute, mais c'est quelque chose qu'on accepte. C'est ça. Au niveau de la formation, je sais que tu fais des formations. Ça peut être pour des personnes qui doivent se déplacer à l'étranger, qui doivent apprendre quand même un petit peu comment se déplacer, comment se comporter. Ça peut être aussi au niveau de l'armement, quel type d'arme, comment l'utiliser. Tu peux m'en parler un petit peu plus? Oui, alors là on a fait 2 programmes de formation. On a fait un programme pour ceux qui veulent travailler dans la sécurité privée, donc soit qui sont déjà agents de sécurité, soit qui aimeraient devenir agents de sécurité. Donc là c'est un programme spécifique donc, à la profession. Et après on a aussi vu un petit peu depuis tous ces derniers événements qu'il y avait eu dans différents pays avec les attentats, avec des attentats qui commencent quand même à avoir un aspect guérilla, un aspect voilà, comme les gens ont vécu ces dernières années, que ce soit au Liban, en Yougoslavie, en Irak, en Afghanistan et autres. Donc on n'est plus dans le domaine ou criminalité, gangstérisme et anciens types d'attentats qui la plupart du temps étaient que sur des poses d'engins explosifs et tout ça. On est là dans des attaques à armes qui ressortent de type guérilla. Donc on a fait un programme qu'on a appelé MDCA, qui est moyen de défense en cas de conflit armé, et qui est effectivement permet de pouvoir que les gens prennent connaissance d'un bon nombre de techniques, voilà, parce que de nouveau chacun son métier. Le but c'est pas de faire des gens des soldats d'élite, mais par contre c'est de leur amener des informations et des connaissances de niveau troupes d'élite ou de soldats d'élite, mais qui vont leur permettre à eux de pouvoir mieux ou s'éloigner, ou s'abriter, ou se protéger, ou des comportements plus positifs, ou en tout cas qui vont leur permettre de pouvoir se donner le plus de chances possible pour éviter des coups directs, pour éviter voilà, de prendre une balle, de prendre une rafale, de prendre voilà, s'il y a en plus de ça des moyens comme on dit valorisés par des gilets avec des charges explosives ou autres, voilà, il y a quand même des choses qu'on peut faire, même si on n'est pas combatif, même si on n'est pas donc avec en possession d'armes pour riposter. Et puis voilà, après les connaissances sur les armes aussi, ça permet au moins de savoir que tel type d'arme peut passer par à travers tel type de paroi. Donc ça peut permettre de savoir que si on voit ce type d'arme, telle paroi va peut-être pas protéger, par contre tel bloc de béton, tel ainsi de suite va pouvoir permettre au moins de ne pas prendre des coups directs. Donc il y a pas mal de choses à ce niveau-là. D'accord, bon ça peut être intéressant. En fait, donc si les gens sont intéressés par une formation, ils peuvent te contacter ou me contacter, puis je transmettrai tes coordonnées, il n'y a aucun souci là-dessus. Il y a un point qui était intéressant, en fait, nous on travaillait pas mal au niveau de l'instinct, si tu te souviens, quand on était à Milan, avec les personnalités qu'on escortait, dans la boutique, au moment où la personnalité sortait, que j'avais détecté quelque chose, clac, tout de suite. L'autre fois, quand j'étais en Espagne, qu'il y a eu l'attentat à Cambrils, en fait, l'attentat était organisé et dirigé pour venir sur Salou, dans la ruelle piétonne, en fait, où il y avait énormément de monde. J'étais avec un diplomate ce jour-là, et 10 minutes avant que ça se produise, j'ai dit, écoute, je sens un truc pas net, je sais pas quoi, mais on dégage. Ça n'a pas manqué, moins de 10 minutes après, ça pétait dans tous les coins. Donc, c'est quelque chose que les gens ne se rendent pas compte, mais on a cet instinct, ouais. Il faut le travailler. Et ça peut vous sauver la vie. Donc tu auras autre chose à ajouter qui pourrait être intéressant pour les personnes qui nous écoutent? Je pense que oui, il y a une chose qui est importante, c'est que les gens, il faut qu'ils comprennent que il ne faut pas tout de suite assimiler des mesures comment dirais-je, de précaution, des mesures de sauvegarde et tout ça, tout de suite y assimiler à un mécanisme de type faut que ça reste, c'est de la prudence. Ouais, tout à fait. Voilà.
faut bien comprendre que, souvent je dis à des gens, mais est-ce que quand vous arrivez sur un passage piéton, est-ce que vous ne prenez pas la précaution de regarder à gauche et à droite? Non. Le casque, voilà. Les lunettes. Les gens le font. Donc ils font quoi? C'est de la prudence, c'est pas de la paranoïa. Donc c'est là où il faut bien dissocier les choses. Hein, paranoïa excessive et tout ça, ok, c'est pas du plus positif. Mais ce qu'il faut garder, c'est la prudence normale, dirais-je, qui dans beaucoup de milieux citadins et compagnie est quand même beaucoup partie et a souvent été mal perçue et autres. Donc voilà, il faut garder cette notion de prudence. C'est pas parce que, je veux dire, est-ce qu'il n'y a jamais d'orage? Est-ce qu'il n'y a jamais de foudre qui tombe, je veux dire, du ciel? Alors ça existe toujours. Voilà, donc il y a des choses qu'on peut faire par prudence, non en paranoïa, et qui vont éviter juste, voilà, un truc bête ou qui va augmenter un nombre de chances d'éviter voilà, quelque chose qui peut être jusqu'à dramatique, simplement parce qu'on a été prudent. Voilà, donc c'est ça qui est important, c'est qu'il faudrait peut-être aujourd'hui que les gens arrêtent de chaque fois d'assimiler ça à de la paranoïa maladive ou négative et compagnie, pour réaccepter que par simple prudence, voilà, il y a des choses qu'on peut faire et qui peuvent quand même éviter des drames voilà, qui auraient pu être évités. Ouais. Bon, ça, c'est du bon sens, chose qu'on a perdue à l'heure actuelle. Bon, il y a qu'à voir les gens avec leur smartphone, le casque, je passe tout droit, je regarde rien. Ah oui, et on est en plein dedans. Bon, merci en tout cas pour l'interview et puis on reste en contact. Ça marche. À très bientôt. Très merci bonne Pascal. Suite.